Oui, bonjour. Bonjour Fabien. Enfin bonjour, ça fait un moment qu'on papote ce matin. Ouais, ça fait un moment. C'est une journée un peu maussade de pluie et en même temps, justement, ça nous plonge un peu dans l'univers des livres, dans l'univers des films, de ces petits moments qu'on peut passer avec soi-même. On est devant une bibliothèque, comme on disait. Voilà, du coup devant une bibliothèque. La dernière fois qu'on avait fait une interview les deux, c'était devant ta bibliothèque pour la sortie de ton second ouvrage, Agonie et renouveau du système de santé, que j'ai eu le plaisir d'éditer. Et là, on est devant cette bibliothèque pour ton troisième ouvrage, ton travail d'auteur. Je te laisse présenter ce travail, donner le titre. Ouais, ça s'appelle Traverser la peur, l'Odyssée du réel, aux éditions Trait Daniel. Et c'est un livre qui est finalement l'aboutissement, un petit peu la prolongation des travaux d'avant. C'est-à-dire qu'il y a un lien dans tout ce qui nous arrive dans nos sociétés aujourd'hui. Pour moi, c'est la question de la peur. Il y a quelque chose d'assez central, qui est cette idée de est-ce que on accepte d'aller plus loin que le petit cercle de sécurité qu'on s'était bâti autour de nous. Un petit cercle de sécurité personnelle, de croyances limitantes, de dogmes, de rituels. Un petit cercle de sécurité familiale, collectif. Je fais partie de telle équipe de foot, je fais partie de telle association, un petit cercle professionnel de sécurité. Je suis médecin, l'ordre des médecins me protège, etc. Et puis un petit cercle social élargi, on va dire, qui peut être à l'échelle d'un pays, d'un État-nation ou à l'échelle de l'Europe. Et finalement, c'est comme si chacun avait ses limites où il va être convoqué à devoir en sortir par notre époque. Et cette convocation, elle est extrêmement violente en fait. Elle vient nous mettre à nu, nous faire naître à nouveau. Par faire naître, j'entends comme ce petit enfant qui finalement est éjecté de la matrice maternelle. Il était tranquillement dans une lumière tamisée rose, avec une bonne petite musique, du cœur de sa maman qui battait, et puis bourré d'ocytocine et de belles émotions. Et puis d'un coup, il est jeté sur la terre, quoi. Et ça rejoint tous les grands mythes, le grand mythe du paradis perdu dans l'Ancien Testament, Adam et Ève qui sont condamnés à errer sur la terre et à être chassés de l'Éden. Voilà, tout ce qu'on a appelé Paradise Lost aussi, c'est un poème de Milton qui reprend cette thématique-là. Et pour moi, la peur, l'effroi, le grand trémondum sacré, on pourrait dire, c'est justement cet enfantement qui est effectué et qui nous met tout petit, tout nu, ne comprenant rien, dans un univers trop grand et élargi, et dans lequel on va passer notre temps à essayer de retrouver, justement, à rechercher comme un paradis perdu. Et ce paradis perdu, on va le recomposer en permanence. On va le recomposer dans notre association de football, dans notre famille, dans notre relation amoureuse, dans notre vision de l'État, etc. Parce que ça, c'est rassurant. Et donc, il y a une dialectique entre la réassurance d'un côté et l'effroi de l'autre, qui sont deux moments d'apprentissage profond, des moments où, justement, il nous est donné de sortir de nos connaissances habituelles pour aller en chercher d'autres à l'extérieur. Et au fond, je pars d'un postulat qui est que le réel est trop grand, et le réel, c'est tout ce qui nous entoure avec des électrons, des photons, des ondes électromagnétiques. On ne comprend rien, en fait. L'humain ne comprend rien à ça, et il est borné à sa réalité. Le réel est borné par notre interprétation à une réalité, et on est dans une sorte de bulle de réalité. Et ta bulle de réalité, c'est pas la mienne. Elles peuvent avoir des porosités les unes avec les autres, mais si jamais elles arrivent frontalement l'une contre l'autre, là, peut-être qu'il y en a une qui est en danger par rapport à l'autre, ou les deux, et on va avoir peur l'un de l'autre. Et donc la peur, pour moi, c'est le corollaire de la rencontre. Alors j'ai entendu dans ce que tu disais des notions de cercle, des notions de mythologie, de peur ultime, celle de la mort. Alors dans cette notion de cercle, toi tu les avais déjà étendues, bien entendu, avec le travail des différents cercles de Réinfo Covid qui ont pu s'étendre partout sur le territoire français, mais pas que. Et puis il y avait cette ouverture des cercles dans ton premier ouvrage avec Stéphane Chatry, chez Trait Daniel, Tous résistants dans l'âme. Et là l'idée c'était de, géographiquement, aussi, toi tu donnais des solutions, des inspirations, des exemples au-delà de ton cercle, toi, de médecins et de soignants, tout ce que tu avais pu contacter avant, puis tout ce que, on va dire, la nécessité de l'époque, tu avais, on va dire, presque intimé à aller explorer. Et donc, il y a quand même une certaine filiation dans ton travail. Là, quand tu parles de peur, les gens qui te suivent en conférence, que tu en fais quand même pas mal à l'année, je sais pas combien, peut-être pas loin du presque 40-50 conférences à l'année, facile. Tu explores beaucoup cette thématique de transcender ses peurs, d'être initié progressivement,
de se dépasser. Et ça, on le retrouve dans ton ouvrage aussi sur le système de santé, en disant, ben oui, tu parlais de Paradise Lost, c'est le titre d'un chapitre aussi. Et là, tu rentres vraiment dans le cœur du sujet, en allant affronter la peur, mais avec toute une mythologie, donc avec le Minotaure, le labyrinthe qu'on retrouve sur la couverture du livre. On peut saluer d'ailleurs Benoît Flamec, qui réalise le travail de pas mal de tes ouvrages ou de tes interventions. Et puis le fait de repartir avec des mythes fondateurs presque archétypaux pour avoir des jalons et puis avancer. Et dans ce travail de décortiquage sur la peur, il y a bien sûr quelque chose d'analytique, comme tu l'as dit, mais il y a aussi quelque chose qu'on peut découvrir chez toi, qui est de l'ordre de plus de la narration, plus presque du fictionnel, quand bien même tu sors de l'anecdote. Comment tu as souhaité aborder ce thème-là de la peur qui est très dense, qui peut être très dur et éprouvant pour le lecteur, d'un point de vue de l'écriture? Oui, alors effectivement, pour la première partie de ta remarque, il y a une filiation avec tout ce qui a été fait avant, puisque ce que j'essaye de faire, c'est toujours un grand écart entre un constat extrêmement noir et réaliste du monde dans lequel on est plongé, et de l'autre côté, à quels endroits peuvent exister des brèches, des fêlures dans cette espèce de monstre totalitaire qui est en train de s'emparer de nos sociétés et de nous, en fait, pauvres petits humains pris par la méga machine. Et pourtant, il y a des pistes à chaque fois, des sortes de lignes de faille qui se dessinent, mais pour aller les emprunter, il faut accepter de traverser la peur. C'est-à-dire que personne n'a dit que c'était facile de traverser tout ça. Et pour la traverser, il y a besoin de faire face, de regarder en face. Et pour regarder en face, de ne pas rester fasciné. La fascination du monstre, c'est quoi? Fascia, en latin, c'est l'idée à la fois l'interface de séparation, mais aussi ce qui nous relie. Un fascia, c'est ce qui nous relie et ce qui nous sépare. Il y a une ambiguïté d'emblée, comme un paradoxe. Et dans l'idée de la fascination, il y a l'idée d'être à la fois repoussé et relié. Comme si on ne pouvait plus se détacher de cette image terrible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme fascinés par Bill Gates, les multinationales, le grand complot, etc. Bon, ok, c'est sûr que ça fait peur. Mais est-ce qu'on peut sortir de cette fascination? Et pour sortir de cette fascination, pour moi, il y a l'idée d'aller étudier, d'aller regarder vraiment les détails, rentrer dans la ciselure de la carapace, des griffes, des crocs, des écailles du dragon. Et ça rejoint donc des questions mythologiques ou de récits finalement héroïques, parce que c'est dans ces récits héroïques qu'on constate que le héros est toujours confronté à sa peur et doit aller plus loin. Et va devoir se la prendre dans la figure. Et donc, effectivement, Benoît Flamec, qui est un ami et qui illustre les livres aux éditions Trait Daniel et les miens en particulier, il y a eu toute une réflexion ensemble sur comment rendre ce que j'étais en train de raconter de manière visuelle, avec une progression dans le livre aussi, où ce petit chevalier qui au début a une armure avec un casque avec un QR code, un masque et puis des lunettes de réalité virtuelle et puis un bouclier avec le drapeau de l'Ukraine, persuadé avec toutes ces armures-là qu'il va réussir à faire face au monstre, que là, il est fort. En fait, il est tout petit, tout fragile, il tremblote des genoux. Et puis en plus, il voit même pas le réel puisqu'il a ses lunettes de réalité virtuelle. Et le monstre au milieu du labyrinthe est évidemment tellement énorme par rapport à lui qu'il sera forcément terrassé. Et donc il y a cette idée qu'il va devoir rentrer dans un labyrinthe. Il va devoir se perdre. Parce que dans un labyrinthe, vous savez que vous devez vous perdre. Et que, par contre, une fois qu'il sera arrivé au cœur du labyrinthe, et le monstre est au cœur du labyrinthe, il n'est pas à la périphérie, à l'entrée, il est au cœur, au fin fond du labyrinthe, et ben il va devoir faire face à ce monstre. Avec l'idée qu'il ne fera jamais face à personne d'autre que sa propre peur. Que son monstre, c'est sa propre peur. Et ça, vous le retrouvez dans beaucoup de mythologies, et puis de manière un peu plus triviale, on pourrait dire même dans Star Wars, à un moment, Luke Skywalker est avec Yoda sur la planète Dagobah, et Yoda l'enseigne, et il l'emmène dans une caverne. Et dans cette caverne, il se retrouve tout seul avec son sabre laser, et il se retrouve face à Dark Vador. Et il arrive à pourfendre Dark Vador, et à l'intérieur du masque, il enlève le masque de Dark Vador, il voit quoi? Il voit son propre visage. Il y a cette idée que la peur est notre miroir. Elle nous permet de regarder en face ce que nous sommes, et à quels endroits sont les fêlures, les brisures, les points de faiblesse. Et ça rejoint ta question, c'est-à-dire comment le rendre dans l'écriture, cette idée-là. Comment arriver à donner cette idée que
le monstre est toujours dans le miroir? Ben, en racontant nos histoires, en racontant finalement des anecdotes, en essayant de ne plus comprendre les choses de manière théorique ou de les rationaliser, mais de les vivre, de les traverser par quelque chose de vivant, par la narration d'une expérience. Et pour moi, ça correspond à une thématique qui est un fil rouge, en fait, dans ce que j'essaie d'écrire depuis 3 ans, qui est la question du retour au réel. C'est justement, je vous ai parlé de réel et de réalité. Ma réalité, c'est une interprétation dans laquelle je peux rester enfermé, même de manière autistique, et qui est fausse, qui est toujours fausse, qui sont ces lunettes de réalité virtuelle que le petit chevalier a sur les yeux. Et ben non, il va falloir un moment les ôter et accepter d'aller dans le réel. Et le réel est évidemment trop grand, évidemment incompréhensible, évidemment pétri de contradictions, de paradoxes. Ben en fait, c'est ça les expériences qu'on vit chaque jour. C'est ça nos expériences vécues. Chaque fois qu'on se touche à la matière, qu'on se rencontre vraiment entre êtres humains, il y a quelque chose de paradoxal. À la fois, l'autre peut être quelqu'un qui nous exaspère et en même temps, on peut l'aimer avec tous ses défauts. À la fois, il peut venir nous titiller et nous faire mal à notre ego, à notre narcissisme, etc. Et à la fois être notre petit maître et nous enseigner, nous dire, mais voilà, grâce à ce que je viens de te dire, ne te bâche pas de honte, juste apprends. Apprends et avance sur le chemin. Donc, comment rendre ça? Pour moi, ça a été une expérience intéressante et qui rejoint une écriture plus adolescente ou plus de jeune adulte, qui est celle de la fiction, qui est celle du roman. Et l'art du roman est quelque chose d'extrêmement difficile. Au fond, aujourd'hui, vous verrez beaucoup plus de publications techniques, d'éditions autour de choses didactiques, rationnelles ou bien protocolisées. Comment faire ci, comment faire ça, comment faire des buts de culture, comment faire une nouvelle école. Mais le roman lui-même, ça, c'est pas si simple. Et la plupart des romans aujourd'hui, Marc Lévy ou d'autres, sont des schémas stéréotypés, en fait, de narratifs. Comment retrouver une créativité dans le schéma narratif? Alors même qu'effectivement, il est stéréotypé. Et là, finalement, la tentative d'écriture dans le roman est une mise en abîme du propos du livre qui vient justement questionner les thématiques du refrain et des couplets. Les thématiques du thème commun et de l'improvisation. Donc vous pouvez imaginer que, pour les lecteurs, le livre est entrecoupé, émaillé, justement de scènes romancées qui racontent des histoires vécues. Et là, on est dans la question du double, qui est pour moi très importante et qu'on avait traité avec des amis artistes dans une œuvre qui s'appelle Escape Game, qui est une œuvre numérique à l'intérieur d'un jeu vidéo, où on essaye de trouver des espaces de paix, de liberté, de beauté à l'intérieur d'un jeu vidéo ultra violent. Qu'on peut trouver sur YouTube, il y a 4 épisodes là, il y a 2 épisodes, il y a un 3e épisode et un 4e épisode effectivement, et il y a aussi quelques clips de rap qui ont été faits aussi. Bon, c'est une œuvre tout à fait spéciale, hein. J'attends pas forcément que le public se dise waouh, c'est formidable, mais pour moi ça reste une des œuvres les plus importantes, ou en tout cas qui dira tout de ce qui a été entrepris depuis 3 ans, et qui contient tout en fractal et en miroir qui se regardent les uns les autres, et qui contient notamment cette idée que nous sommes prisonniers dans la caverne, nous sommes prisonniers dans Matrix, nous sommes prisonniers dans une réalité qui en plus est construite pour nous par d'autres, qui n'est même plus autonome, qui est construite en termes de figures d'attachement et de refrain par des puissances d'argent. Comment s'enfuir? Comment trouver les lignes de faille? Comment traverser le labyrinthe et vaincre le monstre? C'est toute la question. Et au fond, c'est le titre du livre, Traverser la peur. Il ne s'agit pas de dire on n'a pas peur, on a peur, bien sûr qu'on a peur. On est pétrifié de terreur chaque fois qu'on regarde le monde, chaque matin. Et en même temps, de partout, des possibles s'ouvrent. Et pour moi, un des possibles fondamentaux, c'est cette question du retour au réel et à l'expérience, à quelque chose de phénoménologique, qui rejoint Husserl ou d'autres, revient à l'expérience simple. Qu'est-ce qui est vécu là, avec toute sa complexité? Et ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, les grands mythes fondateurs sont des histoires qui paraissent, au premier abord, assez simples. La narration n'est pas très compliquée. Mais quand vous grattez, que vous tirez, les relances symboliques, les échos de sens
peuvent ne jamais s'arrêter. On peut continuer d'interpréter la chute du paradis d'Adam et Ève encore X milliers d'années après. On peut continuer d'interpréter la chute des grandes cités, Ninive, Sodome et Gomorrhe, Babylone, encore 4000 ans après. C'est pas un problème en fait. Ça continue d'être des points de départ comme des graines qui sont plantées et qui donnent lieu à de multiples interprétations, à de multiples possibles. Donc là, il y a dans le livre un assez grand nombre de scènes narratives qui cherchent à aller toucher l'émotion, le cœur et les tripes, qui ne cherchent pas à s'adresser à la tête, mais au contraire à mettre en résonance quelque chose et à mettre en mouvement, à dire tiens mais waouh, notamment dans le livre il y a une scène de quelqu'un qui est en train de s'étouffer, qui a le Covid en fait, pour tout dire, je spoil un petit peu pour les lecteurs, mais qui a le Covid et qui est en train de s'étouffer chez lui tout seul, et qui a peur d'en mourir. Et voilà, est-ce qu'on peut aller explorer ça, le laisser résonner? Je me souviens pour ma part que les livres qui m'ont parfois le plus marqué ont été autour de une ou deux phrases, où j'ai simplement lu ces phrases et pouf, elles étaient comme de clés de résonance homéopathiques en moi. Et au fond, je pouvais fermer le livre et laisser se perpétuer un mouvement d'interprétation, de rêverie, autour de juste cette phrase, de ces quelques mots. Voilà, il y en a certaines, un vers par exemple, l'hydre univers tordant son corps écaillé d'astres, voilà, avait été pour moi une clé de résonance. Chacun les siennes, on en a tous des différentes. Et donc moi j'essaye d'aller chercher des clés de résonance. Et ces clés de résonance, je vous ai dit qu'elles étaient homéopathiques parce que j'ai bon espoir qu'elles soient thérapeutiques. C'est-à-dire que le livre a une intention thérapeutique. Il n'est pas là pour dire « Ah là là, c'est terrible, on est tous dans la peur, etc. » Il est là pour dire « Mais bien sûr qu'on va réussir à la traverser, que nous avons un destin héroïque à vivre, que nous sommes ce petit chevalier qui va se débarrasser de son armure rouillée, comme dans un livre qui s'appelle « Le chevalier à l'armure rouillée », où il est coincé dans son armure, en fait, et dans toutes ses croyances, et il arrive enfin à s'en défaire et à découvrir qu'il est fragile, qu'il a la peau à nu, qu'il est dans ce qu'on avait appelé le syndrome du homard, pour les adolescents. On enlève la peau, et voilà, il est à vif, quoi. On enlève sa carapace, qu'est-ce qui reste? Il reste à construire, justement, la structure intérieure, la colonne vertébrale. Or, aujourd'hui, on est nombreux à vivre avec beaucoup de carapaces pour ne pas regarder le monde, pour ne pas s'y confronter, pour ne pas aller mettre les pieds dans le réel, pour ne pas avoir peur. Or, à un moment, il va falloir que la peur vienne péter la carapace et mettre à nu, est-ce que, à l'intérieur, tu as une colonne vertébrale qui te tient ou est-ce que tu tombes et tu tiens plus debout? Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, puis évidemment, ça fait écho à ce que tu disais d'être fasciné par la peur, on pourrait presque dire pétrifié. Et on va dire, dans toutes tes prises de parole, tu es toujours attentif, que ce soit dans les livres, dans les 3 livres que tu as écrits, là, ce que tu disais, ou en conférence, il y a toujours une porte de sortie avec une solution. C'est-à-dire, il y a le fait d'être honnête en disant, bah oui, c'est monstrueux, tu parles souvent de monstres, mais en même temps, de faire attention à ce qu'on ne soit pas comme les lapins dans les phares d'une immense voiture, à être pétrifié comme ça, il y a toujours une porte de sortie. Évidemment, tous résistants dans l'âme, je dirais presque que ça offre déjà des solutions avant l'énoncé du problème qui peut être la peur. Agonie et renouveau du système de santé, il y a le renouveau qui est dedans dans la solution. Et puis évidemment, dans ce que tu disais, il y a la traversée de la peur et les motifs pour y parvenir. Justement, là je vais te questionner toi en tant qu'auteur, et donc là c'est une question d'éditeur, mais que le public comprenne, que tu aurais pu te cantonner de manière très aisée et sans doute toucher un lectorat beaucoup plus grand en déclamant juste l'horreur de la crise, ce qui est beaucoup plus simple à écrire, ce qui est un travail de presque journalistique de synthèse, et puis ça aurait été le médecin qui décrypte la crise et puis qui vous montre l'aspect sordide du Covid. Mais tu n'as jamais choisi d'aller dans la rédaction d'un livre qui serait pour toi simple à écrire parce que tu as beaucoup documenté cela pour toi, et puis ça serait attendu d'une certaine manière. Pourquoi tu n'as pas été là-dedans et pourquoi tu cherches à détailler
en prenant le temps de livre, assez exigeant quand même, parce que je vois comment tu t'impliques dedans, pourquoi aller dans des zones très spécifiques et pas dans cette zone attendue? Oui, alors tu as raison, c'est la zone attendue, effectivement. Ça a même été des sortes de commandites qui m'ont été proposées par de nombreux éditeurs, d'écrire encore un livre sur la crise, sur le Covid, sur les différentes résonances d'effondrement dans notre système, et qui pourrait correspondre à une sorte de tendance collapsologue que je peux avoir. Or pour moi, il ne s'agit pas simplement d'étudier l'effondrement. Parce que si tu fais ça, et qu'en plus tu le proposes au public, c'est une manière perverse de prendre le pouvoir. Et je l'explique dans le livre, c'est que la peur est un outil de manipulation, est un outil de pouvoir. Elle est un signal pour nous dire, tu arrives à la limite de ta réalité, tu vas rentrer dans le réel, ou dans la réalité de quelqu'un d'autre. Tu rentres en zone dangereuse, en terre inconnue. Donc pour ça, elle est un très bon signal d'alarme, qui nous aide à savoir quand est-ce qu'on est dans le franchissement de la zone du dehors, de cette ligne de crête du risque. Et en même temps, elle est possiblement justement un outil de manipulation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la gouvernementalité internationale qui est mise en place est une gouvernementalité par la peur, par la terreur. Une scansion permanente des nouvelles catastrophes qui sont en train d'arriver. Il faut avoir peur du Covid, il faut avoir peur des méchants immigrants qui arrivent par paquet de 12 000 à travers la Méditerranée. Il faut avoir peur du changement climatique qui va tous nous terrasser avec le ciel qui nous tombe sur la tête. Il faut avoir peur de, je sais pas quoi, des méchants salafistes qui ont fait tomber les tours du World Trade Center, etc. Mais quand tu regardes, je veux pas dire que ces sujets ne sont pas des problématiques, hein. Ça, évidemment, ok, on peut en parler, hein. Mais ce que je veux dire, c'est un peu comme si tu faisais le diagnostic d'un cancer à quelqu'un et que tu lui disais c'est terrible, vous avez un cancer multimétastatique, vous êtes foutu. Et vous pouvez pas laisser quelqu'un avec ça. Sinon, soit il revient jamais, soit vous devenez son gourou et vous l'asservissez en disant voilà, c'est grâce à mon traitement que peut-être tu vas survivre. Donc, pour moi, il y a une vraie cohérence avec l'idée d'autonomie, en ouvrant d'emblée des pistes de liberté à travers la peur. Si vous restez fasciné, vous resterez asservi. Aujourd'hui, on a un certain nombre de gens qui sont dans la frange de la résistance, entre guillemets, mais qui passent leur temps à balancer des sales nouvelles. Toutes les horreurs que vont faire le World Economic Forum, etc. Et c'est comme s'ils n'arrêtaient jamais de nous nourrir d'encore un petit peu plus de terreur. Le réflexe de sauvegarde de la plupart des gens, c'est d'éteindre leur téléphone portable ou leur truc et de dire moi je veux plus savoir. Ça peut être du déni. L'autre réflexe, ça peut être de dire mais qu'est-ce qu'il cherche à faire lui? Parce que chaque fois qu'il nous fait une nouvelle news, il espère avoir plus de clics, plus de views, plus de followers, plus de disciples qui le suivent dans dans une vision millénariste fin du monde. Ben moi, c'est typiquement ce que je souhaite pas faire. Donc, évidemment, chaque constat de déploration doit se doubler d'un regard plus ample qui admet l'idée que les choses sont plus ambiguës, plus complexes que ce qu'il y paraît. La finalité générale qui est portée par ce moment d'effondrement peut-être nous échappe et peut-être en fait est entre nos mains, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à attendre comme le résultat final et implacable d'une machinerie cybernétique qui dirait puisque les prémices sont comme ça, puisqu'il se passe ça, puisqu'il se passe encore ça, de toute manière on va dans le mur et notre société va s'effondrer et c'est terrible et on finira dans une révolte de tous contre tous à s'autodétruire. Moi je connais pas cette résolution-là. J'en suis simplement à il existe des points négatifs et de tous les côtés je vois des gens qui œuvrent et qui s'assemblent ensemble pour essayer de faire un monde meilleur. Je dois témoigner aussi de ça. Parce que ce chemin de faire un monde meilleur ensemble, et ce week-end on est au Foisonnante au mai, pour moi c'est typiquement le moment où des gens s'assemblent pour essayer de faire un monde meilleur, c'est de ça dont il faut parler. Parce que comme un contrepoint nécessaire, vital, et comme la vraie piste de traversée de la peur. Merci Louis. Là, je pense que les gens ont compris l'intention qu'il y avait derrière le livre, la forme aussi. Et puis ce temps qui est demandé pour comprendre une situation, puis tu l'as, avec les exemples,
va dire des citations qui nous font brasser, remuer, fermer le livre et puis partir un petit peu de nous-mêmes, puis se projeter ailleurs. J'en profite en qualité d'éditeur de dire bah oui, consommer du contenu vidéo ou sur des fils Twitter ou autres, c'est très bien, ça permet de nourrir, mais le livre, on travaille sur une réflexion en temps long, c'est quand on veut, et on n'est pas imposé par l'immédiateté de l'écran ou de la formation, on peut le refermer, on peut prendre des notes, on peut méditer dessus, on peut relire, on regarde rarement une vidéo ensuite. Donc c'est un temps différent de s'informer, de réflexion, puis de nourrir, on va dire, une autre profondeur. Donc on rappelle, est-ce que tu peux rappeler la date de sortie de ton livre, le titre de ton livre, et les éditions où on peut le trouver? Je me souviens plus exactement de la date de sortie, c'est le 21 ou le 28, mais en tout cas c'est à la fin, à la fin de ce mois, en septembre là. Et ensuite d'aller le commander en librairie, à mon avis, ça fait partie de cette façon un peu militante au fond d'acheter des livres, et aussi d'ouvrir le regard des libraires. Qui parfois ont énormément de livres potentiels à offrir et sont tentés d'être dans les thématiques dominantes qui sont imposées par les puissances économiques. Et donc on voit de plus en plus de librairies qui voilà, sont sur des thématiques très attendues, quoi, très convenues et qui offrent assez peu de bifurcation. Là, je pense que ce livre, il est une bifurcation à l'intérieur du labyrinthe. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai souhaité. J'espère que les lecteurs y seront sensibles, à la fois dans sa forme, à la fois dans le fond, à la fois dans ce qu'il porte comme message d'espoir, puisqu'il termine sur des notes d'espoir et aussi sur des considérations sur la mort et sur bah voilà, toute une ouverture à notre réflexion collective et individuelle sur ce qui peut être la mort, qui est peut-être la peur par essence avec celle de la souffrance. L'humain étant pris tout le temps dans ces deux peurs-là, celle de souffrir, celle d'être séparé. Et donc il sort le 28 septembre en librairie. Là, il est déjà commencé d'être imprimé. Et il va y avoir un certain nombre de conférences, débats qui vont être animés autour de ça, puis d'apparitions médiatiques pour essayer d'en parler, de le faire connaître. Moi, je serais très heureux si vous en parlez autour de vous et que vous l'échangez. Ça me fait plaisir. C'est un livre qui est fait pour être lu, pas pour rester dans un fond d'une bibliothèque sans que personne n'y touche. Et j'ai bon espoir qu'ils viennent secouer des choses un petit peu en profondeur sur la question de notre capacité à y incarner un idéal héroïque. Moi, je suis convaincu que nous sommes dans une époque héroïque où nous tous sommes invités et conviés à devoir vivre pour de vrai un destin exceptionnel. Et exceptionnel, ça veut dire en dehors de celui qui était attendu par le fait d'être un rouage du système. Ça veut pas dire devenir Elon Musk ou partir dans Starlink ou je sais pas quoi. Non, ça veut dire son propre destin exceptionnel. Et peut-être que pour moi, ce serait de devenir agriculteur, tu vois. Ce serait absolument exceptionnel par rapport à ce qui était attendu socialement, etc. Et pourtant, je pense que c'est là, avec toute notre société en train de vibrer, de se réassembler, de changer, d'avoir des points de friction très importants, de crissement, dans lesquels certains sont broyés, dans lesquels d'autres sont éjectés de leurs armures habituelles, et qu'en miroir de ça, nos destins individuels sont en train de bouger. Et je vois énormément de gens autour de moi, dans tous les colloques, les conférences où je peux aller, qui sont dans des changements de vie. Et changement de travail, changement de lieu de vie, changement de couple, changement d'implication profonde, avec un énorme questionnement. Et je pense qu'il est important qu'on se serre les coudes dans ce moment-là. Et c'est particulièrement souligné dans le livre, c'est la question du travail sur la cohésion collective, en fait, sociale, qu'on peut mettre en place. Or, le récit lui-même est un enjeu de cohérence collective. Les grands récits forgent un espace commun, ritualisé, partagé, dans lequel on peut aller trouver sa modalité d'expression individuelle. Tout un projet, tout un travail. Merci d'avoir pris du temps, puis d'accorder ta première interview au sujet de ce livre
Voilà. Bah merci, j'ai 2 éditeurs, comme les auditeurs savent, Exuvie et puis Très Daniel. Et puis pour moi, c'est très bien comme ça d'être à 2 endroits différents. Et ben, je peux le dire, tu as participé à la relecture du livre. Et donc un grand merci pour ça, parce que ça une relecture qui est très précieuse, beaucoup plus que celle d'un pigiste X ou Y, etc. Parce que elle vient faire travailler sur le fond l'intention qui est développée. Et donc ben voilà, merci pour cette relecture. Merci pour la confiance et pour les échanges.